Bonjour, ça faisait un petit moment, mais voici, aujourd'hui ce sera compte rendu de partie de jeu de rôle, à l'appel de Cthulhu plus précisément, puisque j'ai récemment maîtrisé, pour la troisième fois, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, un scénario pour l'appel de Cthulhu que j'aime vraiment beaucoup, Étoile brûlante de David Conyers, qui figure dans le supplément Terreur de l'au-delà. Cette fois, je vais tenter d'en faire un compte-rendu sur ce blog, mais la mécanique assez particulière de ce scénario m'a incité à ne publier les deux articles portant sur les deux séances de jeu, de 3 heures chacune environ, qu'après la conclusion du scénario. Voici pour le coup la vidéo donc du compte-rendu de la première séance. Notez au passage que les deux fois précédentes où j'avais maîtrisé ce scénario, une IRL et une en virtuel, il avait fallu exactement la même durée, même si les joueurs ont pu se comporter de manière très différente. C'est que le scénario a une structure relativement linéaire, mais que je crois à propos, qui évite de trop dilater l'intrigue. Comme pour ma campagne de Deadlands Reloaded récemment, je vais également mettre en ligne les enregistrements audio de ces deux séances. Note au passage, j'ai utilisé Roll20 pour la musique et les bruitages, mais comme j'ai enregistré ces parties via TeamSpeak, tous ces effets sonores sont hélas absents des enregistrements. Si prochaine fois il y a, je vais tâcher de remédier à ce problème. Voir Roll20 pourrait être intéressant aussi. Par ailleurs, ces enregistrements sont livrés à l'état brut sans montage, d'où quelques brefs passages absolument dénués de son. En l'état, c'est parfaitement normal. Ce scénario fait appel à des personnages prétirés. Terreur de l'au-delà en propose 6. Dans l'idéal, je pense qu'il fonctionne au mieux avec 4 PJ. Cette fois, nous avons cependant joué à 3 PJ seulement, les joueurs incarnant James Sterling, le richissime industriel, Donna Sterling, sa fille un peu rebelle étudiante en anthropologie, et enfin Dirk Kessler, détective privé embauché par James Sterling. Pour illustrer ce compte rendu, je vais avoir recours à diverses photographies récupérées ça et là sur le web et parfois un chouïa trafiqué, pas grand chose, seulement la conversion en niveau de gris le plus souvent. J'ai cependant le très mauvais réflexe de ne pas noter à qui appartiennent les droits de ces photographies quand je prépare mes scénarios. Si les propriétaires de ces droits souhaitent que j'en fasse mention, je m'exécuterai bien entendu. Par ailleurs, les aides de jeu de ce scénario étant en principe disponibles gratuitement et légalement au téléchargement sur le site de Sans Détour, éditeur du jeu, j'ai supposé qu'il m'était possible de les faire apparaître dans ce compte-rendu, sachant que je les ai de toute façon souvent retouchés dans le texte et ou dans l'aspect. J'espère, là encore, ne pas léser qui que ce soit. Pour les investigateurs, tout commence dans le noir le plus total. Ils ne savent pas où ils sont. À vrai dire, ils ne savent même pas vraiment qui ils sont. Ils n'ont pas la force de prononcer le moindre mot. Le premier sens à se réveiller est l'ouïe. Ils entendent bientôt la pluie qui tombe et Dru. Quelques coups de tonnerre occasionnels aussi. D'autres sensations reviennent, et tout d'abord celle d'une chaleur particulièrement étouffante. Il fait très chaud et très humide. Mais ils sont confiants, le reste va revenir. La vue notamment. Apparaît devant leurs yeux une infirmière, en juger par sa tenue. Elle est très souriante. Puis le noir revient. L'infirmière réapparaît sans prévenir. D'autres aussi parfois, tout aussi souriantes et qui les regardent. Les visions alternent, le noir, les sourires. Mais au bout d'un moment apparaît un autre visage, celui très rond d'un homme cette fois, avec de petites lunettes et qui les regarde d'un air intrigué. Il prend la parole. Comment vous sentez-vous? Vous m'entendez? L'homme, qui est vêtu d'une blouse de docteur, est un peu indécis. Les investigateurs, qui reprennent peu à peu conscience, perçoivent bien qu'ils se trouvent dans une sorte d'hôpital. Ils sont allongés dans des lits blancs en fer, vêtus, comprennent-ils, de pyjama. Ils ont aussi comme un bracelet en plastique, au poing. James Sterling, bouillant, trouve enfin dans la colère la force de parler. Qu'est-ce que cela signifie? Que fait-il ici? Il veut sortir tout de suite. Le docteur, très embarrassé, cherche à le calmer. Il ne compte pas le retenir ici contre son gré, et il n'en a pas le pouvoir de toute façon. Mais il leur faut d'abord avoir une petite conversation. Savent-ils où il se trouve? James Sterling rugit. Non, et il s'en moque. Mais Dirk Kessler prend à son tour la parole. Il ne sait pas où il se trouve, il n'a aucune idée de comment il est arrivé ici ou que ce soit. Le docteur lui demande quel est son dernier souvenir, mais en vain. Savez-vous quel jour nous sommes? James Sterling prétend que cela n'a aucune importance, il menace de faire appel à ses avocats, mais le docteur n'en tient pas compte et repose la même question. Les investigateurs ont tous la conviction d'être le 26 octobre 1930, ou du moins est-ce le dernier jour dont ils se souviennent. Le docteur n'est visiblement pas surpris, mais il leur explique qu'ils sont en fait le jeudi 30 octobre. Et il ajoute que ce n'est pas la première fois qu'ils ont cette conversation. En fait, c'est la 8e. Une révélation qui assomme tout le monde et James au premier chef. C'est qu'ils ont été affectés par une sorte d'amnésie très radicale,
accompagné de perte de conscience. Encore une fois, le docteur, Alan Kelly, car il se présente enfin, ne va pas les empêcher de partir, mais il leur faut tout de même au préalable éclaircir quelques points. La condition de leur départ est même expressément qu'ils se souviennent de cet entretien. Quand ce sera le cas, il les laissera partir. Mais la date n'est pas seule en jeu. De toute évidence, ils sont dans un hôpital. L'hôpital militaire d'Elmwood, précise le docteur. Savent-ils où se trouve cet hôpital? Non, absolument pas, ils ont beau se creuser la tête. James Sterling, lâche, c'est de toute façon beaucoup trop loin de chez moi. Ce que confirme le docteur Alan Kelly dans un soupir. Effectivement, nous sommes à Port-au-Prince, en Haïti. Les investigateurs sont tous stupéfaits. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils font là. Ou peut-être que si, car ils ne sont pas totalement amnésiques. Ce dont ils ne se souviennent pas, leur explique le docteur Alan Kelly, c'est ce qui leur est arrivé depuis leur arrivée en Haïti. Mais ils reprennent progressivement conscience de qui ils sont, de leur passé. Et s'ils sont encore trop dans le vague pour entrer dans les détails, ils ont tous conscience, même s'ils le gardent pour eux à ce stade, de s'être rendus dans les Caraïbes pour retrouver Jack Sterling, le fils de James, le frère aîné de Donna, qui aurait disparu. L'industriel a le vague souvenir qu'il avait dépêché son fils sur l'île pour négocier un contrat. Mais quoi exactement? Ils discutent d'autres choses quant à leur situation présente, à demi-mot, et le docteur a l'air un peu embarrassé devant ces échanges. Puis il reprend la parole. Il reste un certain nombre de choses à éclaircir. Il va les laisser pour l'heure. Ils ont besoin de calme et d'intimité pour se reprendre. Ils auront l'occasion de reparler de tout cela ensemble par la suite. Après quoi, ils ne tarderont guère à quitter l'hôpital, il en est certain. C'est à ce moment seulement que je donne aux joueurs l'accès à leur fiche de personnage, un peu retravaillée par rapport au pré-tiré fourni dans le scénario. Ces fiches sont accompagnées d'un background relativement développé dont je n'avais donné que de très succincts aperçus aux joueurs auparavant, seulement de quoi leur permettre de choisir leur personnage. Mais elles comprennent aussi des éléments concernant l'état mental actuel des investigateurs. Les joueurs doivent garder tout cela pour eux. Je laisse 5 minutes aux joueurs pour qu'ils puissent s'imprégner de tout cela, mais il est normal qu'ils soient dans le pâté à ce stade. La suite du scénario justifiera ce procédé. Je donne aussi alors aux joueurs l'accès à une aide de jeu pour partie personnelle, pour partie reprise des données du scénario, comprenant divers éléments de contexte sur Haïti et Port-au-Prince, géographie, démographie, histoire, politique, des choses dont les investigateurs peuvent se souvenir car ils les savaient avant d'arriver sur l'île. Un point essentiel est que Haïti alors est un pays occupé par l'armée américaine. Les Marines ont pris le contrôle du territoire et de son économie en 1915. Depuis leur chambre, les investigateurs, qui savent maintenant qu'ils sont dans un hôpital militaire, ont d'ailleurs l'occasion de voir circuler des Marines dans les couloirs. Ils savent par ailleurs que cette occupation est compliquée. La rébellion des Cacos a été officiellement réprimée vers 1919-1920, mais le pays est encore peu ou prou en état de siège. Un couvre-feu est en place et les forces d'occupation n'hésitent pas à passer à la mitrailleuse les foules de manifestants réclamant l'indépendance. Par ailleurs, il demeure des Cacos qui sont engagés dans une lutte à mort avec l'occupant américain et qui recourent régulièrement au terrorisme. Les investigateurs reprennent peu à peu leurs esprits. Un simple coup d'œil à la fenêtre semble confirmer les propos du docteur Alan Kelly. Ils sont de toute évidence dans un environnement tropical. Et si les infirmières sont blanches, les aides-soignantes et les femmes de ménage sont toutes noires. Ils jettent un œil à leurs bracelets qui servent visiblement à les identifier et qui mentionnent la même date, le mardi 28 octobre 1930. Des souvenirs leur reviennent petit à petit. Jack Sterling a bien été envoyé sur l'île par son père James, et pour des affaires probablement un peu douteuses. Ils en sont tous convaincus sans pouvoir dire exactement de quoi il s'agit. Mais cela les incite à la prudence. Ils ne peuvent pas parler de tout cela devant témoins. Dirk Kessler ne tient pas en place. Il se lève et constate qu'il est globalement dans une bonne forme physique. Il remarque en revanche que ses bras, notamment, arborent comme des coupures ou des griffures, et cela vaut aussi pour ses deux compagnons. Elles ne sont pas douloureuses. Aucune idée par contre de ce qui lui a fait ça. James Sterling n'est pas du genre à rester couché quand son employé se lève, et lui aussi est dans une bonne forme physique. Donna de même, si elle se montre moins agitée. Personne ne vient leur intimer de rester couché. Les infirmières, toujours souriantes, pas davantage que les soldats. Donna aborde une des infirmières qui confirme qu'ils sont là depuis 2 jours, mais elle n'est pas en mesure de la renseigner énormément. L'étudiante en anthropologie, méfiante, lui demande si elle a quelque chose à leur cacher, mais l'infirmière, toujours très affable, la rassure à ce propos, c'est seulement qu'elle n'est pas au courant de tout. Elle offre d'aller chercher le docteur Kelly quand ils le souhaiteront. Il est le mieux à même de répondre à leurs questions et devra les revoir avant qu'ils puissent quitter l'hôpital. Dirk ne participe pas à la discussion.
Il passe dans le couloir et entrevoit d'autres chambres. Beaucoup de lits sont inoccupés, mais il y a d'autres patients çà et là, essentiellement des hommes, dont un certain nombre de militaires, à en juger par leurs effets personnels. Le docteur Alan Kelly revient. Dirk l'interroge aussitôt quant aux griffures qu'ils arborent tous, mais avant que le médecin au fort accent texan ne puisse lui répondre, James, très envahissant, lui réclame des explications concernant leur amnésie et leur perte de conscience. Le docteur répond que c'est une réaction psychologique souvent associée à des expériences traumatisantes, le fait d'assister à un meurtre ou à une catastrophe, ce genre de choses. Ce blocage est en fait comme une mesure de protection de l'esprit. Sans doute ont-ils assisté à quelque chose d'horrible qui les a fait réagir de la sorte. Quant à dire quoi exactement? Et la date sur le bracelet? C'est la date à laquelle on les a trouvés. Des fermiers les ont vus errant dans les collines à l'est de Port-au-Prince, les yeux dans le vague, les vêtements parfois déchirés et en tout cas couverts de boue. Ils étaient visiblement en état de choc, d'hypothermie aussi. Les griffures étaient alors bien plus visibles, certaines saignaient encore. Le docteur n'est pas bien sûr de ce qui a pu les causer. Il n'y a pas de grands félins ou ce genre de choses en Haïti. Mais il n'y avait pas vraiment de problème d'ordre physique de manière générale. Concernant la santé mentale, en revanche, James explose. « Je ne suis pas fou !» Le docteur Kelly ne le prétend pas, d'autant que fou, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il souffre bien d'un trouble d'ordre psychique, ce qui n'a rien de dégradant. Quoi qu'il en soit, les circonstances de leur découverte 2 jours plus tôt ont justifié une enquête, et le major Lloyd Medwin du Bureau du renseignement naval, le BRN, les services secrets de l'époque, souhaite avoir une petite discussion avec eux, préalable nécessaire à leur libération, qui prendra effet très vite après cela. Il va appeler l'ambassade, le major ne tardera dès leur guerre. Le comportement de James évolue progressivement. Il remise de côté sa colère pour se montrer plus conciliant, voire aimable, remerciant le docteur Kelly pour ses soins, affirmant qu'il souhaite récompenser les fermiers qui les ont adressés à l'hôpital, même s'il ne manque pas de ricaner sur tous ces noirs qui vivent en Haïti. Mais Dirk perçoit bien que le médecin n'est pas à l'aise en leur présence. Il garde sans doute quelque chose pour lui. Quelques heures plus tard, 2 hommes rejoignent les investigateurs dans leur chambre. L'un, petit, trapu, respire l'autorité, l'énergie et la conviction. L'autre est un très jeune homme qui s'installe aussitôt derrière une machine à écrire qu'il a emmenée avec lui. Le premier se présente comme étant le major Lloyd Medwin du BRN. James Sterling se présente à son tour très cordialement et lui serre énergiquement la main. Medwin lui adresse un regard très interloqué, ou peut-être en égale mesure méfiant et hostile. Un temps de silence, puis il lâche. Le docteur Kelly disait que vous alliez mieux, ce que confirme aussitôt James. Beaucoup mieux, nous sommes prêts à partir. Avant cela, il leur faut toutefois répondre à quelques questions, rétorque le major sur un ton sévère. Dirk commence à protester, est-ce vraiment si important? Mais le major l'interrompt brusquement. Mes fonctions ne me laissent pas le temps de m'amuser. Si je vous pose ces questions, c'est qu'elles sont importantes. Bref silence, puis... Tout d'abord, pourquoi êtes-vous venu en Haïti? Pour affaires, répond aussitôt James. Pourrait-il se montrer plus explicite? Quelles affaires? C'est lié à Jack Sterling. Le nom n'est visiblement pas inconnu de Medwin. Donald lui demande s'il sait où se trouve son frère. Non. Et vous? Répond-il brusquement. James, tout aussi brusque. Nous ne plaisantons pas avec la famille. Si nous vous le demandons, c'est que nous avons une bonne raison. Medwin passe. Que faisait-il dans ces collines, il y a 2 jours de cela? Ils l'ont oublié. Le major ricane. Vous avez oublié. C'est commode. James n'apprécie visiblement pas ces insinuations, mais Medwin est une grande gueule et quelqu'un de difficilement impressionnable. Dans cet échange, c'est l'industriel qui est intimidé, même s'il essaye de conserver une façade de dignité austère. Mais le docteur Kelly pourra confirmer qu'ils sont bel et bien amnésiques. Donna intervient. Sont-ils soupçonnés de quelque chose pour qu'on les interroge ainsi? Medwin avance que tout cela relève du secret défense, mais qu'ils doivent bien en avoir eu l'idée. Ils sont toutefois libres de partir si le docteur juge qu'ils en sont capables. Mais Medwin leur intime de ne pas quitter Haïti avant plus ample informé. Il ne plaisante pas, ceci est pleinement de son ressort, et la moindre tentative de ne pas tenir compte de ces avertissements sera sanctionnée avec la plus extrême sévérité. James proteste. Est-ce ainsi que l'on traite des citoyens américains? Medwin, plus sévère que jamais, l'incite à ne pas cracher sur le drapeau. Le statut de citoyen américain est ce qui lui a permis d'être soigné dans cet hôpital. Et Haïti est un territoire occupé où l'autorité appartient aux Marines. Par ailleurs, les mouvements des investigateurs demeurent assez libres, au-delà de cette interdiction de sortie du territoire. James n'insiste pas, il est même à 2 doigts de présenter ses excuses. Medwin ne s'y attarde pas, qu'ils regagnent leur hôtel, l'hôtel Olofsson, précise-t-il, où leurs chambres ont été gardées. Il leur laisse sa carte, ils peuvent le contacter à l'ambassade, si jamais la mémoire leur revenait. Medwin et son secrétaire s'en vont. Quelque temps après, le docteur Kelly revient dans la chambre avec un bon de sortie.
et accompagné d'une aide-soignante qui apporte aux investigateurs des vêtements de rechange, le temps qu'ils rejoignent leur hôtel où ils trouveront leurs propres vêtements. Ceux qu'ils portaient sur eux 2 jours plus tôt sont en effet inutilisables. Le temps de se changer, en l'absence du médecin, James et Donna discutent du sort de leur famille. La jeune fille s'inquiète pour sa mère, mais James est obnubilé par Jack. Il est très inquiet, même s'il ne sait pas au juste pourquoi. Dirk, pendant ce temps, vadrouille dans les couloirs et discute avec un autre patient, alité, mais n'en tire rien d'utile. Les investigateurs quittent alors l'hôpital, dans les vêtements qu'on leur a confiés. Ils prennent la direction de l'hôtel Olofsson. James aile un taxi. Il n'a pas de monnaie sur lui, mais promet un gros pourboire une fois qu'ils seront arrivés à destination. Son assurance emporte la conviction du chauffeur. Les Américains payent en dollars, ce qui vaut mieux que la monnaie nationale, la gourde. Durant le trajet qui les amène à longer le centre-ville, ils ont quelques aperçus de Port-au-Prince, une ville très animée et colorée. Ils constatent cependant qu'il serait très facile de se perdre dans ce dédale absolument dénué de plans d'urbanisme, outre que des chantiers et des égouts à ciel ouvert partout pourraient causer des difficultés à qui ne saurait pas très bien où il va. Ce n'est bien sûr pas un problème pour leur taxi, un mulâtre très ailé. Ce bref trajet est tout ce qu'il y a d'exotique. Et les investigateurs ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'ils sont quasiment les seuls blancs des environs, ce qui les perturbe un peu. Ils sont décidément bien loin de New York, cœur de l'empire industriel Sterling, de Providence, la ville de leurs ancêtres, ou d'Arkham, où Donna étudie l'anthropologie à l'université Miskatonic. Les investigateurs avaient conservé une vague idée de l'hôtel Olofsson, avec son architecture gingerbread ou pain d'épices, typique des Caraïbes. C'est un endroit qui suinte le luxe. Le meilleur hôtel de Port-au-Prince et donc d'Haïti est aussi le plus cher. Toutefois, ils ne se souviennent pas y avoir séjourné. Les investigateurs pénètrent dans l'hôtel. Le hall, qui se prolonge en restaurant, est très luxueux, de la meilleure tenue. Ils se dirigent vers la réception où s'affaire un jeune mulâtre zélé répondant au nom de Nathaniel. Derrière lui, les investigateurs remarquent une affiche. Nous avisons notre aimable clientèle que les biens de valeur devraient être conservés dans le coffre de l'hôtel. La direction. James Sterling demande au réceptionniste les clés de leur chambre. Nathaniel attrape une seule clé sur le tableau et la leur tend. Avant que quiconque puisse s'en étonner, Donna demande s'ils ont laissé quelque chose dans le coffre, ce que confirme Nathaniel. Il va chercher ce qui s'y trouve. Il revient bientôt avec une boîte assez volumineuse qu'il pose sur le comptoir. Donna l'interroge sur leur séjour, mais le réceptionniste ne peut pas dire grand-chose. Dirk suggère d'attendre d'être dans la chambre, puisqu'il n'y en a semble-t-il qu'une, pour ouvrir la boîte, et tous trois s'y rendent. La chambre est assez spacieuse et très confortable. Il n'y a qu'un seul lit, toutefois, sur lequel est posée une valise comprenant des vêtements masculins et des affaires de toilette. Tout cela appartient à Dirk Kessler, rien ne correspond aux affaires des Sterling. Le détective reconnaît aussitôt au milieu de ces vêtements un jeu de rossignol. Sur un bureau se trouve une machine à écrire Remington avec du papier, ce avec quoi le détective tape usuellement ses rapports. Ses réflexes lui reviennent. Il se penche pour regarder ce qui se trouve sous le lit, et il trouve plusieurs boîtes de munitions ainsi qu'un fusil à pompe calibre 12 démonté. Le remonter ne lui demanderait pas le moindre effort. James pâlit un peu. Il y a des munitions pour ce fusil, mais aussi pour des armes de poing de calibre 38 et 45. Dans le tiroir du bureau, Dirk trouve également une petite boîte d'allumettes au nom d'un speakeasy new-yorkais que sa profession l'a amené à fréquenter régulièrement, même s'il prend soin de ne pas boire. À l'intérieur se trouve un étrange papillon qui arbore un motif faisant immanquablement penser à un crâne humain. Le détective n'a aucune idée de ce qu'il fait là. Reste qu'il s'agit visiblement de sa chambre et seulement de la sienne. Si les Sterling ont séjourné dans cet hôtel, c'était ailleurs. La situation interloque tout le monde. Mais avant de faire quoi que ce soit, Dirk ouvre la boîte que lui a remise Nathaniel. Perplexes, les investigateurs y trouvent 3 pistolets 38 et 3 revolvers calibre 45. Mais il y a bien d'autres choses, dont 300$ en billets que James s'approprie d'autorité. Il descend payer le taxi. Mais il y a également plusieurs documents. Le premier est une liste de noms de l'écriture de Dirk. Marie Jérôme, tireuse de cartes, 87 rue Macajou, Bel Air. Dr Bruce Northeast, anthropologue, 50 rue Paco, Paco. SSA, Bibliothèque nationale. Entre guillemets, culte de l'horreur flottante, étant céleste, égale vaudou, point d'interrogation. Il y a également une lettre de Roger Shaw, directeur de la Shaw's Investigation and Security Services, adressée à James Sterling, mais Dirk sait très bien qu'il s'agit d'une copie lui appartenant, annexée à son contrat de travail. Shaw's Investigation and Security Services, Sammons Building, 212 East 38th Street, New York City, mercredi 15 octobre 1930. Monsieur James Sterling, Sterling Industries, Sunset Towers, 81 William Street, New York City. Cher Monsieur Sterling,
Merci de faire confiance aux enquêtes Shaw. Les deux détectives que je vais assigner à votre affaire sont Dirk Kessler, un ancien de la marine marchande ayant l'expérience des îles Caraïbes, et Guy Randall, un ancien officier du département de police de la ville de New York. Tous deux ont connu des succès considérables dans la recherche de personnes disparues et nous sommes confiants qu'ils sauront vous aider à retrouver votre fils Jack Sterling à Haïti. Nos tarifs sont de 80 $ par jour pour chacun de nos détectives, plus les frais. Ils ont tous deux des billets sur le paquebot de la Cunard, le Goodfellow, en accord avec votre itinéraire, et quitteront New York le samedi 18 pour arriver à Port-au-Prince le 23. Et très respectueusement, Roger Shaw. La lettre est complétée par une note manuscrite expliquant que Guy Randall a été retenu à la dernière minute par des problèmes personnels. Roger Shaw présente ses plus profondes excuses pour le désagrément et verra à proposer une compensation adéquate. Le troisième document est un rapport de la Shaw's Investigations portant sur les industries Sterling. Dirk comprend aussitôt que ce document lui est destiné personnellement et que son contenu pourrait déplaire à son employeur. Shaw's Investigations and Security Services, Sammons Building, 230th Street, New York City, rapport sur les industries Sterling non divulgué aux clients, réuni par Harrison Zemsky, détective privé. 14 octobre 1930. Sterling Industries est une firme installée à New York et contrôlée par la famille Sterling. Le PDG et le propriétaire en est James Sterling, un riche industriel issu de 6 générations d'une vieille fortune du Rhode Island. Ses affaires regroupent divers investissements dans les transports, le caoutchouc et le pétrole. Durant la Grande Guerre, Sterling a acheté une usine de munitions à Mott Haven dans le West Bronx et a fait de gros bénéfices en vendant des armes aux forces alliées en Europe. Après la guerre, les munitions sont devenues le cœur de l'empire commercial Sterling. Les industries Sterling ont vendu des armes à travers le monde, essentiellement en Europe, Italie, Irlande, et en Amérique centrale, Mexique, Nicaragua. Le fils de James, Jack, après avoir récemment obtenu un diplôme universitaire à la Columbia University, a rejoint la firme. Sterling est un homme secret et au comportement parfois douteux. Plusieurs cadres supérieurs ont exprimé leur mécontentement quant à ses méthodes, et l'un d'eux a même mis en cause leur légalité. Les industries Sterling ont été la cible de plusieurs enquêtes du BRN pour une supposée collaboration avec des forces armées hostiles aux intérêts du gouvernement des États-Unis, mais aucune charge n'a été retenue contre James Sterling et il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, sans doute par manque de preuves. On a aussi dit que New World Incorporated, la société basée à Chicago, avait failli racheter les industries Sterling au début de l'année 1928 afin d'éliminer la concurrence dans le domaine de la vente d'armes. Toutefois, cette manœuvre n'a pas abouti pour des raisons encore à déterminer. Enfin, les industries Sterling ont fourni en armes le gouvernement des États-Unis dans le cadre des opérations militaires en Haïti. Mais des rumeurs courent que Sterling aurait aussi ouvert des négociations secrètes pour vendre des armes aux rebelles Kako. On pense que le trafiquant d'armes haïtien Sébastien Sénégal serait associé dans cette affaire. Ces faits pourraient constituer un acte de trahison s'ils étaient jugés aux États-Unis. Enfin, au fond de la boîte, il y a une carte d'Haïti, ainsi qu'un billet de retour à bord du paquebot Louisiana Queen au nom de Dirk Kessler. Ces informations suscitent un certain malaise. À l'évidence, Jack a disparu. Et sans doute parce que son père James l'a envoyé en Haïti négocier des contrats très douteux. Le nom de Sébastien Sénégal lui dit vaguement quelque chose. Rien d'étonnant à ce que le BRN s'intéresse à eux dans ces conditions. Donna est furieuse et plus inquiète que jamais quant au sort de son frère. Mais se pose aussi la question de la chambre. Pour une raison inconnue, Nathaniel ne leur a donné que la clé de la chambre de Dirk, mais les Sterling avaient leur propre chambre dans cet hôtel, sans doute à côté. Tandis que ces derniers ont une discussion tendue, Donna dénonce la cupidité de son père, qu'elle rend responsable de la disparition de Jack, tandis que l'industriel minimise ses torts et accuse sa fille d'en faire trop, et elle ne devrait pas mépriser l'argent, c'est ce qui lui paye ses études, etc. Le détective se fait petit et descend chercher les autres clés. Dirk retourne à la réception et s'étonne de ce que Nathaniel ne leur a donné qu'une clé. N'y avait-il pas d'autre chambre? Le réceptionniste, un peu perplexe, dit qu'il lui a bien donné sa clé. Mais qu'en est-il des autres chambres? Le visage du réceptionniste paraît subitement s'illuminer. Oui, bien sûr. Il attrape 2 autres clés au tableau. Les numéros sont ceux des chambres voisines de celle de Dirk. Et il est temps au détective. Toutes mes excuses, c'était une très bête erreur de ma part. Et il se remet au travail un peu embarrassé, mais Dirk ne peut rien en tirer. Le téléphone sonne et Nathaniel s'empresse de répondre. Dirk retourne à l'étage et décrit la scène aux 2 autres. Nathaniel cacherait-il quelque chose? James Sterling suppose que c'est simplement que le réceptionniste mulâtre est stupide. Quoi qu'il en soit, les Sterling récupèrent les clés de leurs chambres respectives. Ils n'ont aucun mal à les identifier. Chacun s'équipe d'un 38 et d'un 45, puis se rend dans sa chambre. Ils se donnent rendez-vous dans le hall. Donna a hâte de partir à la recherche de Jack. Quand Donna pénètre dans sa chambre, elle comprend aussitôt qu'on l'a fouillée. La plupart de ses affaires sont là, ses vêtements notamment,
même si un peu en désordre, mais elle a la conviction qu'il lui manque certains objets, sans pouvoir vraiment les identifier. Elle se rend aussitôt dans la chambre de son père. James n'y avait pas du tout fait attention, empressé qu'il était de s'offrir un bon cigare, mais sa fille fait le même constat, elle est formelle. Elle remarque notamment que la serviette où son père range ses documents, et qu'il ne le quitte en principe jamais, ne se trouve nulle part ici. James est d'abord incrédule, mais les arguments de sa fille finissent par le convaincre. En fouinant dans la chambre de son père, Donna trouve une feuille égarée qui a glissé sous le lit, et dont elle pense qu'elle provient de sa serviette. Il s'agit d'un manifeste d'embarquement portant sur une machine agricole en provenance de l'usine Sterling de Mott Haven dans le Bronx et devant être livré à une entreprise du nom de Labadie Import-Export qui se trouve sur les quais de Port-au-Prince. La date d'arrivée estimée est le mardi 6 octobre et James comprend aussitôt que cela correspond approximativement à la date à laquelle son fils Jack est arrivé à Port-au-Prince. Par ailleurs, l'industriel et sa fille savent pertinemment que les industries Sterling ne fabriquent pas de matériel agricole. Donna remarque aussi, à travers la porte entr'ouverte du petit cabinet de toilette de la chambre de son père, que quelque chose est attaché au miroir. Elle va voir ce dont il s'agit, et c'est une carte de tarot, mais un tarot très étrange, d'une sorte qu'elle n'a jamais vue. Quoi qu'il en soit, c'est l'arcane 13, la mort. La carte était fixée à l'envers. Donna la montre à son père, qui n'y comprend goutte. Sa fille suppose que la carte a été laissée là par ceux qui ont fouillé leur chambre. Dirk, qui les a rejoints, avance que cela pourrait être une sorte de signature. James se demande s'il s'agit de quelque chose renvoyant à ce vaudou mentionné dans les notes du détective, mais il n'y connaît absolument rien. Donna, par contre, a brièvement abordé le vaudou dans ses études d'anthropologie, mais sa mémoire aurait bien besoin d'être rafraîchie. Dirk avait noté l'adresse d'une tireuse de cartes, Marie-Jérôme, à Bel Air. Il pourrait être utile de lui rendre visite. Tous ont la conviction que le temps presse. Ils se changent prestement et quittent l'hôtel. Mais pour aller où? Ils ont plusieurs pistes. Finalement, ils décident de se rendre tous à la Bibliothèque nationale, où Donna, accompagnée de son père, fera quelques recherches sur divers sujets. Dirk les y laissera et rendra visite de son côté à la cartomancienne, Marie-Jérôme. La Bibliothèque nationale est la plus grande et la plus riche bibliothèque de Port-au-Prince et de tout Haïti. Cependant, elle demeure beaucoup moins fournie que d'autres institutions similaires de par le monde. Par ailleurs, la très grande majorité des documents que l'on peut y consulter sont en français ou en créole. Avant de quitter les lieux pour rejoindre Marie-Jérôme, Dirk Kessler, qui a ainsi que Donna la sensation d'être déjà venu ici, arpente les rayonnages pour voir s'il ne se rappelle rien de plus précis. Arrivé dans la section anthropologie, même si elle est plutôt du ressort de Donna, il s'arrête. Et c'est comme si sa main était attirée vers un livre en particulier, qui s'intitule Sombres sectes africaines, et qui est dû à un certain Nigel Blackwell. Le détective demande à Donna si cela lui dit quelque chose, et c'est le cas. Elle sait que c'est un livre assez récent, dû à un explorateur anglais, une sorte de compilation de notes de voyage en Afrique dans les années 1910, qui se focalise sur des cultes étranges aux noms colorés, la langue sanglante, le rampant qui hurle, l'horreur flottante, etc. Elle sait aussi que très peu d'exemplaires en subsistent. C'était à la base un petit tirage, mais il y a autre chose à ce propos qu'elle ne saurait préciser. Quoi qu'il en soit, mettre la main dessus n'a rien d'évident, et elle pense même qu'il ne figure pas dans les collections de la bibliothèque Horn à l'université miskatonique d'Arkham, où elle fait ses études. On ne peut l'emprunter, il faut le consulter sur place. Dirk laisse le livre à Donna, qui est la plus expérimentée dans ce domaine, mais quand l'étudiante veut ouvrir le livre, elle découvre qu'une carte de ce tarot étrange à l'envers fait office de marque-page. Arcane 12, le pendu. Mais elle découvre aussi de la sorte un passage du livre marqué au crayon, avec ensuite des notes dans la marge, qui sont de la main de Dirk. Voici l'extrait mis en avant. J'ai été prévenu plus tôt que la cérémonie à laquelle j'assiste maintenant, bien qu'elle possède les attributs du vaudou congolais, dérive en fait de rituels bien plus anciens. Le sorcier, habillé d'un vêtement d'herbe qui recouvre complètement son corps, le visage dissimulé derrière un masque grotesque à 3 yeux, appelle à lui des démons qui viennent d'une île submergée. Des danseurs frénétiques, acolytes possédés, s'agitent selon des rythmes impossibles. Les plus vieux de l'assemblée me choquent quand, soudain, ils se lacèrent à mort avec des pierres aiguisées. S'avance dans la mêlée ce qui fut un homme et qui est autre chose. Sa peau est couverte d'écailles noires, et son visage est semblable à celui d'un iguane. J'en ai la chair de poule. Ce n'est pas tant les angles impossibles que prend son corps quand il danse, mais ses yeux, encore humains. Puis un troisième œil s'ouvre sur son front, bien qu'il ne s'agisse pas d'un œil, et je peux voir que l'homme lézard n'est que l'hôte de quelque chose d'autre, quelque chose qui veut se libérer du véhicule qui était jadis le front d'un homme. Ce troisième œil est un portail vers des royaumes inconnus. Je ne suis pas sûr que mon esprit aurait pu accepter ce qui devait se passer ensuite. Heureusement, mon guide, Joma, me tira loin de cet endroit sauvage et affreux.
Et pourtant, dans les heures sombres, à mon hôtel ou blotti dans mes couvertures sous les étoiles, j'imagine ce que j'aurais pu voir si j'avais attendu pour témoigner du destin de l'hôte. Et voici les notes marginales de Dirk, même rituel que celui décrit par BN, même culte actif à POP, site sacré les EC, S Sénégal sait des choses sur le culte. James Sterling, qui lisait par-dessus l'épaule de sa fille, est intrigué par cette histoire de troisième œil. Cela lui fait penser aussitôt à la carte de tarot trouvée dans le cabinet toilette de sa chambre à l'hôtel Olofsson. L'industriel se dit qu'il pourrait être utile de faire des recherches sur le tarot et s'y essaye. Il ne trouve certes pas de choses très précises, notamment quant à l'interprétation des tirages, mais rassemble quelques généralités. Ces cartes à jouer sont apparues au XIVe siècle en Italie et sont souvent utilisées aujourd'hui pour lire l'avenir. Le jeu originel comprend 78 lames, les arcades mineures qui sont des cartes numérotées avec 4 figures, roi, reine, cavalier, valet, et les arcades majeures, soit 22 lames représentant des figures uniques. Il en existe de plusieurs types, mais le jeu le plus populaire aux États-Unis en 1930 est le Rider-Waite, publié pour la première fois à Londres en 1910. Il y a une liste des arcades majeures du tarot. Dirk a noté le nom des étangs célestes. Cela aurait-il un lien avec l'endroit où des fermiers les ont retrouvés, dans les collines à l'est de Port-au-Prince? Mais ses recherches sur des atlas et des cartes ne donnent rien, aucun endroit en Haïti n'est désigné sous ce nom. Donna, de son côté, suppose qu'il pourrait être intéressant de consulter les journaux pour voir si des événements récents pourraient leur être liés. Les journaux haïtiens sont généralement écrits en français, mais quelques-uns ont également quelques pages en anglais depuis l'occupation américaine. C'est notamment le cas du Progrès d'Haïti, dans lequel l'étudiante trouve un article intrigant. Jeudi 28 octobre 1930, on redoute que les touristes américains soient morts. Port-au-Prince. Les habitants des collines à l'est de Port-au-Prince affirment qu'un groupe d'étrangers en provenance des États-Unis se serait engagé dans les collines la nuit dernière, peu avant que des cris soient entendus dans cette direction. Plus tard, les autochtones auraient trouvé les corps atrocement mutilés des touristes. Cependant, ces cadavres ont depuis disparu. Les enquêteurs de la police ont néanmoins trouvé des traces de sang dans l'herbe et les buissons sur le site présumé des meurtres, et il a été ensuite confirmé qu'il s'agissait bien de sang humain. L'absence de tout cadavre n'a certes pas dissuadé les locaux d'affirmer que les étrangers ont bel et bien été attaqués et tués, mais ils ne sauraient dire par qui ou par quoi. L'ambassade des États-Unis affirme ne pas avoir connaissance de la disparition de citoyens américains à Port-au-Prince ou dans ses environs, mais dit enquêter à ce propos. La lecture de cet article met Dirk très mal à l'aise. Cela paraît recouper ce qui leur est arrivé à la même date, à en croire les informations du docteur Alan Kelly. Le détective, qui réfléchit à haute voix, se demande si on ne les aurait pas retrouvés morts. James balaie cette remarque comme parfaitement idiote. Il est bien vivant, et les autres aussi à l'évidence. Donna suppose qu'il faut plutôt comprendre que les morts évoqués par l'article sont des personnes qui les avaient accompagnés dans cette région. Mais qui exactement? Il s'est en tout cas passé quelque chose de particulièrement horrible là-bas. Donna a d'autres recherches à faire. L'étudiante en anthropologie est convaincue d'être déjà venue ici pour se renseigner sur le vaudou et entend rafraîchir sa mémoire à ce propos. James l'approuve. C'est sa place, si les études qui lui payent peuvent miraculeusement aboutir à quelque chose d'utile. Lui irait bien se reposer à l'hôtel en attendant. Mais sa fille s'insurge. Il n'a donc rien à faire de la disparition de Jack? Dirk ajoute que la demoiselle ne serait pas en sécurité toute seule. L'industriel, piqué au vif et infect avec tout le monde, grommet qu'elle est armée, mais il reste finalement avec sa fille pour l'assister dans ses recherches, contraint et forcé. Mais tout ceci prend du temps et ils ne peuvent pas continuer éternellement ainsi. Dirk, de son côté, ira voir la cartomancienne Marie-Jérôme, comme prévu, à ceci près qu'ils ont maintenant 2 cartes du tarot étrange et non une seule, ce qui rend cette visite plus pressante. Il repassera ensuite chercher les Sterling à la Bibliothèque nationale et ils rentreront ensemble à l'hôtel Olofsson. Dirk Kessler, muni des cartes de tarot, se rend à l'adresse de Marie-Jérôme qu'il avait retrouvée dans ses notes. Elle se trouve à Bel Air, au nord de Port-au-Prince, avant la Saline. Il a la surprise de se retrouver devant une boulangerie. Avant même qu'il ait le temps de se présenter, la boulangère, une femme noire à la forte corpulence, lui indique de la tête une porte donnant sur l'arrière-boutique et lui fait signe d'y aller. Le détective s'exécute et se retrouve dans une pièce d'allure bien différente, une sorte de petit salon très richement décoré. Il s'y trouve tout un bric-à-brac de tentures, de cages de perroquets, etc. Une femme noire aux traits un peu émaciés qu'il suppose être Marie-Jérôme y est installée, derrière une petite table en bois gravée d'un pentagramme. Le détective a à peine le temps de se demander s'il était déjà venu ici que la femme l'interpelle. « Monsieur Kessler, je ne pensais pas vous revoir de si tôt. Vous avez changé d'avis pour ce qui est du tirage de cartes ?» Dirk est intrigué. Ce n'est donc pas la première fois qu'il vient?
Bien sûr que non. Il était venu lui poser des questions sur le vaudou, les cérémonies notamment. Elle lui avait parlé de la fête Guédé très bientôt, la fête des morts, les 1er et 2 novembre. Ah, et Monsieur Narcisse, du coup, vous êtes allé le voir? C'est elle qui lui avait donné l'adresse de l'anthropologue, mieux à même d'expliquer le vaudou à un Américain, mais il n'en a aucun souvenir. Mais il est revenu donc pour parler d'autre chose. Il a trouvé ces cartes de tarot assez étranges et à peine les a-t-il posées sur la table en bois que la cartomancienne se lève avec un cri d'effroi. Comment a-t-il récupéré ça? Dirk l'explique, étonné par la réaction de son interlocutrice, qui lui dit que ces cartes sont maléfiques. Il ferait bien de les détruire. Ce n'est pas le vrai tarot, c'est autre chose, un très mauvais signe. Seules des personnes aux motivations très sombres les emploient. Elle refuse d'en dire davantage, opposant un non catégorique aux questions du détective, qui n'est pas à même de la persuader de se montrer plus conciliante. Les personnes qui utilisent ce jeu, le détective ferait mieux de ne pas les rencontrer. Elles sont dangereuses. Le détective, à la fois précédente, s'était montré très désagréable à l'encontre de son activité de cartomancienne quand elle lui avait proposé de faire son tirage. Il avait dénigré le tarot, ses bêtises de bonne femme. Même Marie-Jérôme y voit la confirmation qu'un sort funeste est prêt à s'abattre sur son visiteur. Et comme pour se rassurer, elle bat son propre jeu de tarot. Dirk suppose qu'il pourrait effectivement être bienvenu de lui faire un tirage, tout compte fait. La cartomancienne le regarde, incrédule, mais elle reprend ses esprits. Ça fera $1. La cartomancienne bat ses cartes. Elle ferme les yeux en collant le paquet contre son sein, puis 5 cartes. Les Loa me recommandent un tirage de 5 cartes. Le passé, le présent, le futur, l'obstacle, les conséquences. Elle demande à Dirk de lui poser une question, ce qui pourra faciliter le tirage. Le détective n'hésite pas une seconde. Où est Jack? Marie-Jérôme réfléchit un instant, les yeux fermés, puis tire une première carte. Le passé, la mort. Mais la mort inversée. On se méprend souvent sur sa signification, d'autant qu'elle est ici, inversée et associée au passé. Ici, l'inertie, le manque d'espoir. Vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez perdu quelque chose de très important. Mais il y a autre chose. Cette carte est peut-être bénéfique, oui, en fin de compte. Vous avez trouvé un moyen de vous débrouiller, malgré la perte, malgré la tentation de l'inertie, le manque d'espoir. Vous avez trouvé quelque chose. Marie-Jérôme tire la deuxième carte. Le présent, le diable. Inversé également. Une autre carte sur laquelle on se méprend souvent. Ici, c'est peut-être une bonne carte, surtout après la mort inversée. L'esprit clair, serein. L'intellect domine les instincts, les émotions. Ça n'est pas sans risque en même temps. Les intuitions, les émotions pourraient mettre fin à cet état de clairvoyance très particulier. Quoi qu'il en soit, c'est votre situation présente. Nous allons tirer la troisième carte. Le futur. Le pendu, inversé. L'égoïsme, l'égocentrisme. Se débarrasser de ses peurs pour vaincre, ne pas rechigner au sacrifice, y compris de soi-même, pour le bien commun. Vous cherchez quelqu'un. Dirk approuve aussitôt. Ce quelqu'un est la cause de vos problèmes actuels. Le futur, il faudra peut-être le laisser partir en définitive. Le détective est perplexe. Le laisser partir? Ça n'est pas très clair. Aussi bien il pourrait s'agir de vous débarrasser d'une partie de vous-même. Je pense que les dernières cartes nous éclaireront davantage. Quatrième carte, l'obstacle, 10 de bâton, inversé. La trahison, la perte, le mensonge, mais... Oui, avec les autres cartes, c'est plus clair. Vous vous mentez à vous-même, et cela pourrait vous conduire à votre perte. Pour vaincre, il faudra mettre un terme à l'illusion. Voyons la dernière carte, les conséquences. 10 d'épée. Droit, cette fois. La douleur, l'angoisse aussi. Vous tomberez au plus bas. Mais il y a comme une résonance. Je crois que le pire sera passé, et un plus grand bien pourra être accompli. La vérité, d'une manière ou d'une autre, résultera de l'abandon, et peut-être cela débouchera-t-il sur le succès. Dirk est sceptique, ça n'est pas très clair. Ça ne l'est jamais, monsieur Kessler. Mais les lois m'ont guidé dans ce tirage, et, ma foi... Vous savez, l'activité de la cartomancienne, ce n'est pas forcément de prédire le futur. Cela peut être de donner les clés pour que quelqu'un construise son futur. Et je crois vous avoir donné ces clés. Je crains de ne pas pouvoir en faire plus pour vous. Dirk le comprend. Il prend congé en remerciant Marie-Jérôme et retourne à la Bibliothèque nationale d'Haïti.
À la Bibliothèque nationale d'Haïti, les recherches de Donna Sterling sur le vaudou avancent, si son père ne lui est pas d'un grand secours. Cela demande du temps, mais elle rassemble plusieurs éléments qui lui permettent de mieux appréhender la réalité du vaudou haïtien. Je donne aux joueurs l'accès à une aide de jeu essentiellement personnelle sur le vaudou, comprenant des généralités sur cette foi et un lexique des termes les plus essentiels et des divinités les plus connues. James Sterling s'est bien vite lassé de toutes ces recherches auxquelles il ne comprend rien. Il se met à déambuler entre les rayonnages sans véritable objectif. Depuis leur arrivée en ces lieux, il constate que nombre d'usagers sont venus leur faire leurs propres recherches. La plupart sont des noirs ou des mulâtres. Le racisme instinctif de James, et à vrai dire tout autant celui de Donna, s'il est plus discret, font qu'ils ne se sentent pas très à l'aise. Ils ne peuvent identifier personne qui aurait un comportement agressif, mais le sentiment persiste et s'aggrave. Donna a bientôt le sentiment d'être observée. Quand elle lève les yeux des ouvrages qu'elle compulse, elle remarque systématiquement quelqu'un qui semble la fixer et qui détourne aussitôt le regard. Ce quelqu'un change à chaque fois. Les intentions de ces curieux ne sont pas forcément hostiles, mais le malaise s'accroît. James également constate ce petit jeu. Autrement plus direct que sa fille, il s'avance avec détermination auprès d'un de ses observateurs qui l'a pris sur le fait. « Qu'est-ce qu'il y a? On vous dérange ?» Le jeune homme mulâtre lève les yeux, d'abord l'air agacé par cet Américain qui vient l'ennuyer quand il a du travail, mais il regarde bientôt James avec des yeux exorbités. Son regard est celui d'un homme terrorisé. Il recule sur sa chaise. James est plus agressif que jamais. « C'est quoi votre problème ?» L'homme qu'il prend à partie se lève brusquement et se précipite vers la sortie, pris d'une peur panique. Mais l'incident ne semble pas susciter l'attention des autres usagers de la bibliothèque. James a alors la sensation d'avoir quelque chose d'humide dans ses poches de pantalon. Il les palpe, c'est poisseux. Quand il sort les mains de ses poches, il constate qu'elles ruissellent de sang. Et Donna vit exactement la même expérience au même moment. L'étudiante remarque en même temps qu'il y a subitement beaucoup moins de monde dans la bibliothèque. Tous ces noirs et ces mulâtres qui les observaient ont disparu. Le père et la fille se regardent mutuellement et constatent qu'ils dégoulinent de sang tous les deux. Mais il y a autre chose qui les terrifie bien davantage. Ils n'ont pas de visage. Chacun a comme un grand ovale noir en lieu et place de la tête. James bredouille. Ce connard de Kessler avait raison. Son regard est attiré par un miroir, et il constate qu'il a lui-même ce grand ovale noir à la place de sa tête, tandis que le sang ruisselle sur le reste de son corps. Le père et la fille commencent à hurler de conserve, puis sombrent dans le noir le plus total. Dirk Kessler également a sombré dans l'inconscience sur le chemin du retour. Il se réveille dans sa chambre à l'hôtel Olofsson, de même que James et Donna Sterling. Ils sont tous couchés dans leurs lits respectifs, en pyjama, sans la moindre idée de comment ils sont revenus là. Pas la moindre trace non plus du sang qui poissait les vêtements des Sterling. James se rue à la réception, où Nathaniel est à son poste. L'industriel, visiblement sous le coup de la panique, lui demande la date en bredouillant, et le jeune mulâtre, intrigué, lui répond qu'ils sont le vendredi 31 octobre, bien sûr. « Vous voulez prendre le petit déjeuner ?» Mais James a d'autres idées en tête. Pris d'un rire dément, il crie presque « La veille de la Toussaint, bien sûr !» Nathaniel, très mal à l'aise, suggère qu'ils pourraient prendre leur petit déjeuner dans leur chambre avec le room service. « Vous lisez dans mon esprit, » lui répond James. Les investigateurs se retrouvent tous dans la chambre de Dirk. James leur indique la date. Ils font le point sur leurs trouvailles respectives et sur l'expérience qu'ils ont vécue. Dirk n'a pas eu de vision de son corps ruisselant de sang ou de son visage disparu, mais il raconte la séance de tirage de tarot. Ils se perdent en conjectures. Donna se demande s'ils n'ont pas été drogués. À l'hôpital, peut-être. James se calme petit à petit. C'est sans doute un effet du climat tropical auquel ils ne sont pas habitués. Quoi qu'il en soit, Donna considère qu'ils ont assez perdu de temps avec des tireuses de cartes, ce genre de choses. Il est bien temps de consulter un vrai scientifique, le docteur Bruce Northist. Ce nom n'est pas inconnu de l'étudiante en anthropologie. Elle ne connaît pas plus que ça ses travaux, mais sait que c'est un anthropologue australien, attaché à l'université d'Adélaïde, quelqu'un de sérieux, qui s'intéresse aux religions et spiritualités. Dirk ne serait pas étonné de découvrir qu'il lui avait déjà rendu visite, après ce qui s'est passé chez Marie-Jérôme. L'adresse de Bruce Northist se situe à Paco, au sud-est de Port-au-Prince. Il s'agit plus précisément d'un bungalow à un étage, relativement coquet, plutôt excentré par rapport à la rue. Le premier voisin est bien à 100 mètres, et entouré de végétation tropicale. Quand les investigateurs gagnent la véranda, ils voient qu'un coq décapité a été pendu à la porte d'entrée, son sang s'étant écoulé par terre. Dirk Kessler sait qu'il s'agit d'une offrande traditionnelle à Baron Samedi, ce que confirme aussitôt Donna Sterling, qui fait part à ses compagnons de ce qu'elle sait plus généralement du vaudou. La première carte de tarot qu'ils avaient trouvée évoquait immanquablement Baron Samedi,
Mais le troisième œil au milieu du front ne correspond pas à l'iconographie traditionnelle du célèbre Loa Petro. Dirk constate que la porte a été forcée, la serrure est défoncée et la porte de guingois. À l'intérieur, le grand salon a été complètement retourné. Les meubles ont été renversés, le sol est jonché de livres et de cahiers. Un escalier mène à l'étage, mais pour l'heure, les investigateurs restent au rez-de-chaussée. Fouiller avec précision demanderait des heures dans ces conditions, mais Dirk remarque rapidement que les murs et les meubles portent régulièrement les traces de coups assenés avec une grande lame, comme une épée ou une machette peut-être. Quant au Sterling, qui s'intéresse plus particulièrement au bureau de Bruce Northist, il trouve rapidement les livres que l'anthropologue étudiait quand on a retourné la pièce. 3 éléments attirent leur attention, et d'abord ce qui est vraisemblablement le journal intime de Northist, dont voici la dernière entrée. Lundi 27 octobre. Après avoir rencontré James Sterling et son équipe d'enquêteurs, je me suis surpris à constater que je considérais jusqu'à la nuit dernière presque tout ce qu'ils m'ont raconté comme de simples mythes. Et les étangs célestes dont ils m'ont parlé existent vraiment. Et le fils de M. Sterling a été enlevé et emmené là pour y être sacrifié au cours d'une cérémonie sanglante. Au début, je ne les croyais pas et je leur ai dit, mais maintenant que j'ai vu les étangs célestes de mes propres yeux, je peux à peine imaginer l'ampleur des vérités qui se dissimulent dans les prophéties du culte de l'horreur flottante et le destin terrible qui s'abattra sur cette île s'ils arrivent à leur fin. Les étangs célestes, situés au cœur d'une vallée cachée dans les collines à l'est de Port-au-Prince, défient toute explication rationnelle. J'ai vu Jack Sterling, le fils de James Sterling. Je n'ose pas coucher sur le papier tout ce qu'ils lui ont fait, car ma raison sombrerait si ma prose était trop claire, et je perdrais certainement l'esprit. Ce que j'en dirais est que j'ai reconnu son malheur, parce que je peux maintenant voir combien il correspond aux descriptions faites dans le Messager masqué, notamment dans la fable du guerrier Ashanti et de la pierre tranchante. Ils vont s'occuper du jeune Sterling, cela je le sais. C'est lié aux cérémonies de la fête Guédé, qui commencera le 1er novembre et s'achèvera le lendemain. Est-ce que les véritables fidèles de l'horreur flottante se révéleront? Quand y aura-t-il Jack Sterling dans les collines pour qu'il soit sacrifié, comme l'affirme son père? Peut-il encore être sauvé? On ne peut que l'espérer. Mais cela ne sera probablement pas le cas, car j'ai vu ce qui rôde dans les eaux vertes des étangs célestes. C'est cette forme qui abolit tout mon courage et me vit fuir en hurlant dans la nuit. Le journal comprend suffisamment d'indications pour localiser les étangs célestes dans les collines à l'est de Port-au-Prince. Une feuille est glissée en guise de marque-page. Il s'agit de l'adresse à Port-au-Prince d'une certaine Mama Joséphine, une mambo très appréciée des autochtones. Son nom revient régulièrement dans les dernières pages du journal. Bruce Northist semble l'avoir consulté à plusieurs reprises tout récemment. Les Sterling trouvent également un manuscrit en arabe accompagné d'un autre livre, cette fois en anglais, et intitulé Le Messager masqué. Il s'agit de la traduction anglaise par Samuel Coleridge, révisée et annotée par Rudolph Pearson, d'un original en arabe marocain datant du début du XVIIIe siècle et dû à une femme du nom de Sharinza. Tout laisse supposer qu'il s'agit bien du manuscrit arabe trouvé à côté. Il n'est guère difficile d'y trouver dès lors le passage mentionné dans le journal de Bruce Northist, la fable du guerrier Ashanti. Le guerrier Ashanti négocie mal avec le gardien de la pierre tranchante. Je ne sais pas pourquoi je vins en possession de la pierre tranchante, trouvée abandonnée sur les rives d'une rivière en crue, comme je rentrais chez moi après une grande guerre dans le nord. Elle attira mon attention, grande comme une main, verte, aux reflets huileux. Mon estomac se serra quand je la ramassai, mais ces gravures me fascinèrent, des motifs cunéiformes similaires à ceux qui décorent les statues de Cloulou et de Tsadogwa, si nombreuses sur ce continent. Tandis que je passais le doigt sur son fin tranchant, le sang perla. La douleur me frappa, un brasier qui enflamma mes tripes. Je laissai sombrer la pierre, la maudis, et repris mon chemin, seulement pour sombrer dans l'inconscience. Je me réveillai dans un labyrinthe sombre et humide, aux senteurs de mort et de feu. L'air portait le bruit d'une rivière impétueuse et le son de voix distantes. Je ne savais pas où je me trouvais. J'avançais pourtant, perdu, confus, jusqu'à ce que la terreur se saisisse de mon âme et que mon cœur saigne d'une blessure qui n'était pas physique. Bientôt j'oubliai qui j'étais et d'où je venais. Bientôt je trouvai un chemin vers la liberté, vers un rivage immense et une mer immobile. Si le ciel était aussi noir que la nuit, nulle étoile ne brillait au firmament, et son éclat me brûlait les yeux. Je contemplais une sphère noire qui était le soleil aux ombres surnaturelles. Sur les rives de la mer, je trouvai 3 maisons circulaires empisées, comme celles de mon peuple. La lumière noire qui tombait du ciel m'aveuglait toujours, mais ma vision fut obscurcie par l'apparition d'un homme. Grand et mince, il marcha vers moi, avec une élégance et un maintien inconnus des hommes. Quand il arriva à mes côtés, je vis que son visage était un crâne portant 3 yeux humains. Son éclat surnaturel provenait de l'orbite dans son front, la source de son pouvoir.
Ferme tes oreilles, mon guerrier Ashanti. Sa voix résonna dans ma tête. Je suis le gardien de la pierre tranchante et tu es ici maintenant pour négocier avec moi. Ma bouche s'ouvrit car je désirais plus que tout répondre à cet homme, cet aspect du messager masqué, et pourtant je ne trouvais aucun mot et aucune réponse digne de sa puissance. Ferme ta bouche, mon guerrier Ashanti. Ses mâchoires sans lèvres ne bougeaient pas, et pourtant ces mots étaient aussi clairs que mes mains si je les avais portés alors à mon visage. Je sais ce que tu veux. Tu souhaites rentrer dans ton monde, même si là tu seras encore mien. Je hochai la tête, conscient que le gardien de la pierre tranchante connaissait mes pensées les plus profondes mieux encore que moi. Mes 2 femmes, mes 3 fils, mes 5 filles, 18 vaches, 48 chèvres et 300 poules attendaient le retour du patriarche de la maison, et il me manquait tous autant. Aussi allais-je passer un accord, sachant que le prix à payer serait terrible, pour peu que je puisse toucher la peau de mes bien-aimés une fois encore. Ferme tes yeux, mon guerrier Ashanti, et je fis ainsi qu'il me le commandait. Et il me toucha le front, et je sus que tout ici commencerait. C'est là qu'il reviendrait encore pour régner et détruire, et apporter le chaos à la terre et aux gens. Nous nous rencontrerons encore bien assez tôt. Je m'éveillai sur les rives de la rivière en crue, la pierre tranchante encore férocement enfoncée dans ma main là où elle m'avait coupé. Déjà de noirs écailles se formaient autour des plaies de la blessure. Cela avait commencé, et je savais qu'il fallait que je fuis, que je retourne auprès des miens jusqu'à ce que la fin des temps vienne pour moi. Je négociais mal, certainement, mais le messager masqué n'aurait rien accepté d'autre. Les investigateurs montent alors l'escalier menant à l'étage. Une odeur infecte stagne, une odeur de décomposition, en provenance du cadavre démembré d'un homme blanc étendu sur le lit. James est pris de nausée, il ne peut pas s'approcher davantage. La chaleur aggrave encore l'odeur de pourriture. Donna et Dirk tiennent mieux le choc et s'approchent. Là aussi, des meubles ont été renversés, des livres jonchent le plancher, Mondes imaginaires et démence, l'île magique de Seabrook et bien d'autres. Mais Dirk et Donna ont l'impression que le cadavre est animé. En tout cas, il y a du mouvement sous les draps. Le détective s'approche du lit, contemplant les membres arrachés de la victime, sa tête tranchée. Il retire les couvertures qui révèlent le tronc du cadavre, percé de part en part, et de ces trous jaillissent des dizaines de tarentules. Dirk ne s'était pas montré très prudent, et il est la victime de plusieurs morsures, extrêmement douloureuses si elles ne sont pas mortelles. Les araignées se dispersent à l'étage, les Sterling s'en vont sans plus attendre, bientôt suivis par Dirk, qui souffre le martyre. Les investigateurs mettent de la distance entre le bungalow de Bruce Northeast et eux, mais Dirk Kessler et James Sterling ne sont pas au mieux de leur forme. Ce qu'ils y ont trouvé a de quoi les mettre mal à l'aise. Mais que faire maintenant? Ils y réfléchissent en s'abritant d'une violente averse. Ils ont la localisation des étangs célestes. Le détective semble disposé à s'y rendre, James plus encore. Son fils se trouverait là-bas, et en grand danger. Donna est moins partante, ce n'est pas tout près et ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver là-bas. Et d'après le journal de Bruce Northeast, la cérémonie doit avoir lieu dans 2 jours. Ils ont d'autres pistes, celle de l'Abadie Import-Export notamment. Peut-être le dernier endroit où on a vu Jack Sterling avant sa disparition. Mais son père y voit une perte de temps. Il y a aussi la Mambo Mama Joséphine, dont ils ont trouvé l'adresse chez l'anthropologue. Ils se décident finalement pour cette dernière et s'y rendent à pied. L'adresse se situe au sud-ouest de Port-au-Prince, vers Léogane, au-delà du grand cimetière de Port-au-Prince, en longeant la ville par le sud. Dans les environs du cimetière, il y a foule. Les fidèles préparent avec entrain la fête Guédé qui doit commencer officiellement le lendemain et durer 2 jours. Le grand cimetière est le principal point de ralliement de Port-au-Prince pour cette fête dédiée à Baron Samedi et au Guédé. Et alors qu'ils sont amenés à fendre la foule, Dirk a la conviction qu'ils sont suivis. Il le suspectait déjà auparavant, mais il en est maintenant certain. En fait, il suppose que 2 types d'individus différents guettent leur trajet, des blancs qui se relaient régulièrement et qu'il suppose être des agents du BRN, mais aussi, depuis peu, des noirs dont le comportement n'a pas grand-chose à voir et qui sont sans doute moins habitués à cette tâche. Dirk qui prend garde, mais fait celui qui n'a rien remarqué, tout en informant James et Donna. La foule devient toujours plus dense. Les agents du BRN, qui se voient comme le nez au milieu de la figure, préfèrent lâcher l'affaire, mais les investigateurs sont toujours suivis par l'autre groupe, ou du moins Dirk le suppose-t-il. Avec tout ce monde, c'est difficile à dire. Mais cela semble se confirmer. Un de ces hommes, aux vêtements très sales, s'approche. Il les a clairement en vue. Dirk le signale à James et prend du champ, mais les Sterling ont une autre idée. James, ayant identifié le suiveur, décide bien au contraire d'avancer dans sa direction, la main sur la crosse de son revolver. Arrivé au niveau de l'indélicat, l'industriel lui lâche sur un ton très hostile. « Y a un problème ?» Le noir est étonné, mais il passe à côté de James et lui murmure dans un anglais approximatif. « Pensant, mais qu'est-ce que vous foutez? Métro, il va pas garder ses caisses pendant 3000 ans !» James ne sait pas de quoi il parle. Le noir lui dit « Métro !»
Là-bas dit import-export. Mais James s'en moque, il n'a qu'une chose en tête. Où est Jack? Le docker ne répondant pas, l'industriel repose la même question sur un ton haché. L'autre dit ne pas savoir ce qu'il en est, il n'est qu'un messager. Mais il poursuit. Faut s'occuper des caisses, sinon il va tout balancer à la flotte. Les Yankees flairent le coup. James veut l'intimider, il lui crie au visage et il lui crache à la face. L'homme n'est pas le moins du monde impressionné, mais visiblement furieux et balance un bon coup de poing en pleine figure à James. Et il paraît prêt à continuer, d'autant que dans la foule autour d'eux, d'autres ont vu l'Américain cracher à la figure de l'Haïtien et sont tout disposés à prendre le parti de l'agressé. James est ulcéré. Mon garçon, je vais te faire un deuxième trou de balle. Et il dégaine son revolver 45. L'homme se recule, les yeux exorbités. Il est complètement dingue. Et il prend la fuite dans la foule. Or, des dizaines de personnes fixent James, certaines effrayées, mais beaucoup plus sont en colère. Dirk vient attraper James et l'emmène rapidement à l'écart. Donald est suivant. Puis ils contournent le grand cimetière par le sud pour ne plus subir la menace de la foule. Une fois qu'ils se sont repris, ils reprennent la direction de l'adresse de Mama Joséphine. À suivre.